Monsieur le Président du comité, député de Mississauga Lakeshore, Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les députés, membres du comité, Monsieur le greffier, membre de votre équipe, bonjour, merci de me recevoir. Je m'appelle Rodrigue Turgeon, je suis avocat, co-porte-parole et co-responsable du programme national chez Mining Watch Canada. Donc, fondé en 1999, Mining Watch Canada regroupe 25 organismes qui, collectivement, représentent plusieurs centaines de milliers de personnes partout au pays. Environnement, droits humains, droits des peuples autochtones, transparence, responsabilité et imputabilité des entreprises minières canadiennes, au Canada comme à l'étranger. Notre mission, depuis 27 ans, s'articule sur tous ces enjeux, tant à l'échelle des communautés qu'à celle des politiques publiques. Alors que s'érodent les institutions internationales et que le Canada se trouve sur la ligne de front entre trois puissances géopolitiques, la Chine, les États-Unis et la Russie, plusieurs voix s'élèvent pour que le pays se dote d'un meilleur contrôle sur les ressources minérales de son territoire. Poussées à leur paroxysme, ces craintes évoquent la possibilité que des États étrangers usent des minéraux dits critiques du Canada à des fins économiques, industrielles ou militaires dans un dessein hostile envers la sécurité et la souveraineté du pays. Les stratégies du gouvernement du Canada et des provinces sur les minéraux dits critiques renvoient toutes à la question purement économique des chaînes d'approvisionnement. En effet, et contrairement à ce que l'industrie et les gouvernements cherchent à laisser croire au public, il n'est pas du tout obligatoire que ces substances minérales soient destinées à la transition énergétique. Or, malgré les menaces à la sécurité évoquées depuis plusieurs années, nous ne relevons pratiquement rien dans les précédents et récents projets de loi déposés à travers le pays qui puissent accorder aux autorités de meilleurs leviers sur l'accès et le contrôle des minéraux. Pour le moment, nous observons que les gouvernements semblent craindre davantage de faire fuir les investisseurs étrangers ou de lever des barrières commerciales que de voir des États étrangers retourner contre eux les minéraux extraits du sous-sol canadien. Paradoxalement, nous observons même un très haut niveau de collaboration entre le gouvernement du Canada et celui des États-Unis, incluant le département de la guerre, dans le développement conjoint de nombreux projets miniers au pays dits critiques ou d'importance nationale, et nous constatons un rapprochement diplomatique entre le gouvernement du Canada et la Chine. Par souci de cohérence avec sa stratégie, le gouvernement du Canada devrait communiquer clairement au public sa position concernant sa tolérance ou son refus de voir chacun des pays étrangers accéder aux minéraux dits critiques du pays. Il devrait ensuite agir conformément à ses positions, en évitant de collaborer et en interdisant l'accès aux minéraux dits critiques par des entités étrangères hostiles à la sécurité réelle du Canada, et, à tout le moins, ne pas accélérer la délivrance d'autorisations à des entités hostiles. En aucun cas, les minéraux du pays ne doivent servir ni à la création ni à la prolifération d'armes utilisées en infraction au droit international, incluant dans des génocides, qu'elles soient employées par le pays ou par un État tiers. Chose certaine, davantage de dommages à l'environnement et aux droits des peuples autochtones et aux populations locales sont attendus si le Canada pousse pour une augmentation de la production minière à des fins militaires, de sécurité nationale ou de défense nationale. Partout sur la scène canadienne comme à l'international, le Canada et ses provinces affirment se distinguer par leur capacité à produire des minéraux non seulement critiques, mais aussi responsables. Nous ne partageons pas cette vision. Les gouvernements devraient commencer par enchâsser dans les lois minières la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, reconnaître que l'air pur et l'eau pure sont vitaux pour la sécurité nationale du Canada et concentrer leurs efforts dans l'atteinte d'une sobriété minérale, tous minéraux et tous domaines confondus, incluant la défense nationale, soit de réduire la surconsommation du Canada en minéraux. Il y a un coût à précipiter les autorisations des projets miniers. Cela ouvre la porte aux mauvais projets qui sont dangereux pour la sécurité des travailleuses, des travailleurs, des peuples autochtones, des populations locales et de l'environnement. Le gouvernement du Canada doit aussi fermer la porte à l'exploitation des fonds marins à des fins militaires ou autres. La stratégie de défense nationale en lien avec les minéraux dits critiques ne doit reposer d'aucune manière sur le recours à l'énergie nucléaire. Comme un vaste pan de la société civile, nous dénonçons le détournement des fonds et des efforts liés à la transition énergétique. L'urgence climatique est un danger réel et présent à la sécurité nationale, pas seulement une vague menace géopolitique. Nous ne pouvons pas négocier la paix avec la nature. Ainsi, voilà, merci pour votre attention et pour la considération que vous apporterez à nos recommandations, notre mémoire sur les liens entre les minéraux dits critiques, la sécurité nationale
et la défense nationale. Merci, M. Durgeon. Appreciate that. M. Savard-Tremblay, vous avez 6 minutes. De nos témoins aujourd'hui. Merci pour vos présences et pour vos présentations. Monsieur Turgeon, en fait, j'entends beaucoup de présentations, puis je pense que c'est légitime de parler, d'avoir des suggestions sur comment optimiser, comment mettre à jour, comment mieux exploiter. Je pense qu'il est clair que l'utilisation des minéraux critiques dans la stratégie de défense est fondamentale, que c'est un défi qui va être un défi quotidien. Mais si j'ai bien compris votre propos, vous dites oui, mais oublions pas l'humain, puis oublions pas non plus l'air que l'humain va respirer, l'eau qu'il va devoir boire et les droits qui viennent avec cet être humain-là aussi. J'ai envie de me demander tout d'abord de quoi on parle exactement quand on parle d'extraction, d'industrie et d'extraction de minéraux critiques canadiennes. J'ai envie de vous demander de quoi on parle, étant donné que ça a l'air tellement facile de prétendre être canadienne pour commencer, de s'enregistrer comme ça. D'avoir une boîte postale, ça permet ensuite de profiter d'un pavillon de complaisance avec les intérêts au niveau de la Bourse de Toronto, au niveau fiscal aussi. De quoi on parle pour commencer? Puis est-ce que véritablement une exploitation qui se dirait canadienne à l'étranger, est-ce que ça rapporte, mettons qu'on oublie même le côté humain, est-ce que ça rapporte au strict niveau des colonnes de chiffres? Est-ce que ça rapporte vraiment quelque chose ici aussi? Merci, Monsieur le député, pour votre question. Donc, vous avez tout à fait raison de souligner qu'il faut qu'on revienne sur la définition des termes. Puis, je pense qu'aujourd'hui, on assiste là, à un exercice qu'on veut discuter des minéraux critiques. Un des témoins ici aujourd'hui nous parle d'une des principales compagnies dans le monde qui n'extrait pas par ailleurs de minéraux critiques ou très peu, ou à tout le moins, c'est pas la première substance minérale qui est produite. Là, je parle d'Agnico Eagle et l'or qui ne fait pas partie de la liste des minéraux critiques. Donc, quand on parle de minéraux critiques, revenons à la définition qui est prévue là, au sein de la stratégie canadienne. Le lien vraiment, c'est avec la sécurité des chaînes d'approvisionnement. Et partant de là, la question qu'on peut se poser, c'est de quelle chaîne d'approvisionnement parle-t-on? Est-ce qu'on parle des chaînes d'approvisionnement canadiennes ou celles de nos alliés? Parce que quand on suit cette réflexion-là et on regarde concrètement là, les mines qui sont mises de l'avant, identifiées comme des intérêts stratégiques ou critiques pour le gouvernement du Canada, pour les provinces, on se rend compte que beaucoup de ces mines-là sont opérées où il y a des investissements massifs par des entités étrangères, des États étrangers, des départements qui sont liés à carrément des intérêts qui peuvent être menaçants, là, carrément. Et donc, c'est à ce niveau-là que le gouvernement du Canada et les provinces doivent resserrer les conditions pour l'accès et le contrôle des minéraux. Et c'est ce qu'on ne voit pas qui se concrétise là, dans des projets de loi. Puis je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On a l'impression qu'au contraire, le gouvernement veut ouvrir la porte le plus possible aux investissements étrangers. Et de là, la question qui se pose, comment fait-on pour contrôler les chaînes d'approvisionnement si on veut les définir comme canadiennes? Justement, il est où le danger? Parce que je me souviens, il y a quelques années, le ministère de l'Industrie avait dit, là, cette fois-là, on prend ça au sérieux, le capital chinois, on va les sortir du domaine minier. À vous de me répondre d'abord si ça a été bien fait, mais j'ai l'impression que c'est compliqué parce qu'il y a toutes sortes de manières d'avoir des sociétés parapluies, puis d'avoir des faux sièges sociaux, de s'enregistrer d'une façon ou d'une autre, de prétendre que ce n'est pas en réalité une puissance étrangère, mais on passe par un autre, puis on cache finalement le lien. C'est quoi les principaux stratagèmes? Bien, c'est important de justement souligner que près de 50% des compagnies minières dans le monde sont enregistrées ici au Canada, principalement en Ontario, où se trouve le TSX, là, la Toronto Stock Exchange, la bourse de Toronto, pour bénéficier de plusieurs stratagèmes ou conditions d'optimisation fiscale et réglementaire. Donc ça, c'est la réalité. C'est pour ça, d'ailleurs, on a fait allusion à la conférence PDAC, la plus grande conférence internationale minière sur le secteur minier, se tient à Toronto pour ces raisons-là. Mais ça ne veut pas dire que parce que ces compagnies-là sont enregistrées ici, qu'elles vont nécessairement servir les intérêts du Canada, ultimement. Et c'est là où il faut qu'on éclaircisse et que le gouvernement du Canada soit plus transparent dans sa lecture de qui sont les entités étrangères, qui sont les États étrangers, outre le Canada, qui sont identifiés comme faisant partie des chaînes d'approvisionnement stratégiques et critiques. En ce moment, cet exercice-là n'a pas été fait. Vous avez
référer à quelques interventions du ministre des Finances en 2022 pour indiquer que certaines compagnies liées au gouvernement chinois devaient cesser leurs opérations. On n'a pas vu ce type d'action-là multipliée là, dans les années passées, d'où vient l'importance d'être plus transparent et cohérent dans la stratégie du gouvernement sur les minéraux critiques. Autrement, on a l'impression que cette stratégie-là vise simplement à pousser l'accélération de tout projet minier dans le but de créer de la richesse pour les compagnies minières sans vraiment faire le lien avec la stratégie de défense des chaînes d'approvisionnement du Canada. Mais par exemple, parce qu'on sait qu'une des premières choses qui a été faite, puis je ne le critique pas, je considère ça légitime, mais à partir du moment où on a considéré qu'il fallait augmenter les dépenses, le pourcentage de PIB en matière de défense, on s'est mis à jouer avec les catégories existantes. On s'est mis à changer ça pour qu'il y ait des dépenses déjà existantes avant d'augmenter de manière réelle le financement. Les dépenses, qu'il y ait des dépenses déjà existantes qui soient considérées comme telles. Dans plusieurs cas, c'est légitime. Je ne le conteste pas. La garde côtière, tout ça, il y a des éléments comme ça que c'est complètement justifié de le faire. Mais là, vous nous dites l'or. Est-ce que vraiment l'or est en passe d'être calculé comme une extraction de minéral critique? Beaucoup de pressions qui se font là, de la part du lobby minier et du secteur aurifère. L'or, il faut le rappeler, c'est la principale substance minérale extraite en termes de valeur produite au Canada. Là. Ça représente près de 20 là, des livraisons minérales. Donc, il y a un lobby très puissant de ce côté-là. Et au-delà de la question de l'or, des ressources naturelles, il faut se poser la question sur quels seront les impacts sur l'environnement d'une augmentation et sur le climat d'une augmentation des dépenses militaires. Merci beaucoup, M. Tremblay, M. Turgeon. On avait terminé l'échange. Vous disiez qu'il fallait se questionner sur cette hausse des dépenses et les conséquences possibles. Voulez-vous développer là-dessus? Oui, bien en fait, je suis assez étonné qu'aujourd'hui, la seule fois qu'on a fait allusion à la crise climatique, en dehors de mon témoignage, ça a été par celui d'un autre témoin qui a souligné que les changements climatiques seraient une opportunité là, en termes d'accès. Les changements climatiques, soyons clairs, c'est une menace à la sécurité nationale. Il faut absolument considérer le fait que si vous poussez en tant que pays pour une augmentation des dépenses militaires ou de la défense nationale dans le secteur des minéraux critiques, ça va également venir avec des impacts sur l'environnement. C'est impensable à nos yeux. Puis, il y avait déjà des grosses questions qui se posaient à savoir est-ce que le Canada est en mesure de fournir les minéraux pour la transition énergétique seulement? Si on ajoute à ça des besoins en termes de défense nationale, où allons-nous chercher ces minéraux-là? Dans quelles conditions? C'est ça la question qu'on doit se poser. Mais est-ce qu'il y a une manière, par exemple, il y aurait une meilleure manière de faire en disant, oui, on va accroître l'extraction, mais économie circulaire, recyclage, récupération des résidus miniers. Est-ce qu'il y aurait une façon de faire? À ce niveau-là, l'approche qu'on prédomine, c'est la sobriété, la réduction à la source. Mais oui, effectivement, pour assurer des meilleures conditions économiques pour les communautés locales et pour le pays, d'aller vers la transformation, comme mon collègue ici à ma droite l'a souligné tout à l'heure, mais également comme notre également autre témoin l'a souligné à l'Université Laurentienne, le recyclage, la réutilisation, la valorisation des résidus miniers, c'est quelque chose à considérer, toujours avec les mêmes conditions au niveau environnemental. Monsieur Turgeon, on a bien entendu, je pense, vos appels aux pratiques éco-responsables et autres. Je vais vous poser une question dure. Est-ce qu'avec toute la puissance de la Chine, est-ce qu'on est capable, en disant, parce que vous parliez d'une approche, je ne me souviens plus le terme que vous avez utilisé, qui était plus modeste, qui était un peu moins ambitieuse, ça. Est-ce qu'on est capable de faire ça, sachant que la puissance de la Chine, est-ce que c'est pas se condamner à ne pas agir à armes égales? Bien, en fait, nous croyons que ce n'est pas à nous de répondre à cette question-là. C'est plutôt au gouvernement du Canada de définir qui sont les menaces là, aux soi-disant chaînes d'approvisionnement du Canada. Et partant de là, le gouvernement doit agir avec cohérence. Fait que ça part d'un exercice de transparence, d'intégrité et de cohérence dans la stratégie des minéraux critiques du Canada. Alors, si la Chine est identifiée comme une de ces menaces, bien, le Canada doit répondre dans la mesure de ses capacités, en tenant compte de l'impact global que l'industrie minière a sur la sécurité nationale.
Parce que je pense que c'est important de le rappeler. La discussion aujourd'hui porte pas seulement sur la défense nationale, mais également sur la sécurité. Et ce qui est certain, c'est que si on augmente les impacts sur l'environnement, sur le climat, en poussant pour davantage d'extraction minière, ça aura des conséquences directes sur la sécurité, la santé, la vie des Canadiens et des Canadiennes. Ça, c'est une certitude. On le voit à chaque année. La crise climatique constitue une menace, mais a des impacts réels sur l'ensemble de notre société, incluant sur l'industrie minière. Et c'est pourquoi, si on veut avoir une économie résiliente, puis on veut soutenir les communautés locales, il faut agir avec humilité, mais dans la mesure de la capacité de la planète à fournir ces ressources-là. Et n'oublions pas que ce n'est pas une question de simplement d'identifier où se trouvent les gisements, mais dans la capacité de les exploiter dans les délais fixés par l'urgence climatique, mais également par l'urgence de sécurité ou de défense nationale. N'oublions pas qu'une mine, entre l'exploration puis l'ouverture, peut prendre 10 à 20 ans. Là, et il y a aussi une capacité limite dans le nombre de travailleurs, travailleuses dans le secteur minier pour rouler autant de mines qu'on voudrait en ouvrir. C'est pourquoi tous ces indicateurs-là doivent nous mener à un exercice de cibler les priorités et donc, n'étant pas capable de fournir tous les minéraux qu'on pourrait souhaiter, on devrait agir avec sobriété. Oui, c'est ça, sobriété, le mot que vous aviez utilisé. Mais donc, vous dites, combien vous avez dit, 10, 15 ans, c'est ça? Entre la découverte de nouveaux gisements puis l'ouverture d'une mine, ça peut prendre de 10, dans les cas les plus rapides, à 20 ans. On a entendu tout à l'heure certains témoins qui évoquaient l'idée de rouvrir des anciennes mines qui ont fermé à une certaine époque où les prix étaient plus bas. Mais soyons honnêtes sur cette question-là, on parle surtout de gisements aurifères. L'or qui, au tournant du millénaire, a subi une chute drastique sur les marchés. Mais pour ainsi dire, là, on ne parle pas de gisements de terres rares qui n'ont pratiquement jamais été exploités au pays, de graphite ou autres ressources qui sont indiquées sur la liste des minéraux critiques. Merci. Merci à vous.